Le balado est présenté par Louis Belzile, courtier immobilier chez Royal Lepage Blanc et Noir. Il fait partie du top 10 des courtiers Royal Lepage Québec. C'est plus de 900 propriétés vendues. Puis, il offre un service exceptionnel. Il est très disponible. Il va vous offrir un service personnalisé. J'ai moi-même acheté et vendu plusieurs propriétés avec lui. Donc, je vous le recommande fortement. Vous pouvez le contacter au www.belzileimmobilier.com. Pour discuter de finances au féminin, je reçois Léa Saadé. Bonjour Léa, Bonjour, comment tu vas? ça va bien et toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, pourquoi parler de finances là, dans un balado d'éducation en santé de la femme? C'est parce que le premier déterminant là, de la santé, selon le gouvernement du Canada, c'est le revenu et le statut social. Puis, le deuxième, c'est l'emploi et les conditions de travail. Donc, les finances, ça impacte la santé des femmes. Donc, avec Léa, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, puis on va essayer de démystifier aussi certains éléments reliés à des tabous là, reliés aux finances avec les femmes. Léa, je vais te laisser te présenter. Là, parle-nous un peu de tes expériences professionnelles et de ton parcours en finance. Tout d'abord, merci beaucoup Isabelle pour l'invitation. C'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Et mon background, si je peux me présenter, Léa Saadé, vice-présidente régionale chez IG Gestion de patrimoine, également vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut des planificateurs financiers du Québec. J'ai œuvré plus de 20 ans dans le domaine financier à travers plusieurs grandes banques québécoises. Et j'ai participé à l'effet A que plusieurs femmes connaissent bien pour l'ambition féminine et j'ai reçu le prix coup de cœur de l'Association des femmes en finance du Québec, aussi un prix vote du public. Alors j'apprécie beaucoup et j'ai été finaliste pour prix du leadership. Alors tout au long de ma carrière, c'est sûr, aider les femmes a été très important. Encore aujourd'hui, je suis très impliquée pour le développement des femmes et d'ailleurs, je fais la campagne, je suis coprésidente de la campagne de la Maison Grise qui aide les femmes qui sont victimes de violences conjugales, justement, pour les fêtes, d'avoir un repas pour eux et leurs familles et leurs enfants respectifs. Alors, très impliquée pour les femmes, je pense que c'est très important de redonner en tant que société et je suis très heureuse de discuter de ce sujet avec toi aujourd'hui. Bien, bravo pour toutes ces initiatives-là et pour les reconnaissances que tu as reçues. Je pense que c'est amplement mérité. Donc, ma première question pour lancer la discussion, là, c'est pourquoi c'est important, selon toi, qu'on parle des finances des femmes au Québec? C'est sûr que, malheureusement, les iniquités, persistent entre hommes et femmes, au Québec, mais encore plus important, c'est que chaque femme puisse être indépendante financièrement. Parce que si on réfléchit bien, il faut trouver un équilibre entre ce que j'appelle moi le triangle. Le triangle, c'est le bien-être, physique, le bien-être mental et le bien-être financier. Quand je dis équilibre, c'est pas la perfection, mais c'est de trouver une façon de jongler les 3. Parce que ultimement, c'est ce qui amène le bonheur et la tranquillité d'esprit pour tous, incluant hommes et femmes, mais encore plus les femmes, vu qu'il y a certaines inégalités qu'on va discuter à travers un peu le balado aujourd'hui. Puis justement, est-ce qu'il y a des différences là, au niveau des finances, dans les parcours financiers entre les sexes et les genres? C'est quoi les principales différences qu'on observe là, côté financier? C'est sûr que les femmes, déjà au niveau salarial, gagnent en moyenne, 19 à 22 de moins que les hommes, pour des postes, plus ou moins équivalents. Aussi, l'interruption de carrière pour un congé de maternité ou, certains secteurs où, les femmes sont moins rémunérées expliquent un écart malheureusement, aussi encore, au niveau financier entre les femmes. Hem, Aussi l'accessibilité à
postes, de direction, et de grandes entreprises, ben c'est il y a encore un écart. Malheureusement, on dirait la moyenne à peu près est de 30. Alors, on essaye d'aller chercher un équilibre homme-femme, un peu partout. Plusieurs entreprises se donnent comme mission d'aller, chercher cet équilibre, mais il reste du chemin à faire. Ce qui va être important, c'est qu'on travaille tous, de manière solidaire pour continuer à mettre au devant l'importance d'une complémentarité entre hommes et femmes et ça va être encore important. On a un grand chemin de fait, mais il reste encore des étapes à accomplir. Puis c'est intéressant, tu sais, tu parles entre autres du congé de maternité. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est une des barrières principales, pour que les femmes aient accès à des postes de haute direction? Est-ce que, tu sais, à candidature équivalente, on va pencher pour l'homme, considérant qu'on risque d'avoir une période d'absence d'une femme? Est-ce que ça pèse encore dans la balance, dans les processus d'embauche? Je pense pas qu'au niveau de l'embauche, c'est un enjeu. C'est plus que quand la femme prend un congé parental, malheureusement, on est son plus grand obstacle. On pense que l'employeur va mal le prendre. De nos jours, il y a une très grande ouverture, acceptation, mais c'est plus le fait de partir en congé de maternité. Les, f- les, le, les revenus du RQAP, ils comptent plus pour les droits de cotisation REER. Alors, ça réduit l'épargne retraite de plusieurs milliers de dollars, pour la femme, comparativement à un homme qui ne prend pas ce congé-là. Puis, c'est sûr que le régime de rente de Québec aussi, hem, est affecté. Alors, il y a des conséquences financières. Mais cependant, beaucoup de femmes, au lieu hem, de trouver une façon de remplacer ce revenu-là par, à dire avec, par exemple, avoir une conversation avec son conjoint, de dire: «Mais pendant que moi, je contribue pas à mon REER, peut-être que toi, tu peux contribuer à mon REER du conjoint, le fait que moi, je suis en congé de maternité». Il y a des solutions, mais il y a des discussions ouvertes à avoir avec son conjoint pour aller chercher le différentiel, qui n'est pas comblé, vu le congé de maternité. Alors, c'est sûr que l'employeur, fait des efforts pour, compenser une certaine partie du revenu, cependant au niveau des régimes de cotisation REER, celui-là est pas reflété. Puis, dans ton expérience, est-ce que c'est la majorité des couples qui vont avoir la discussion par rapport, tu sais, à la perte de revenus de la femme en lien avec le RQAP, le congé parental? Parce que je pense qu'il y a quand même encore une grosse proportion de couples. On va parler du couple, cis, là, hétérosexuel, le modèle plus traditionnel, là. Donc, tu sais, j'ai encore l'impression que c'est beaucoup la femme qui prend le congé parental, même si on voit de plus en plus de papas prendre plus de temps de semaine. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Qu'est-ce qu'on sait de la répartition des revenus? Mais encore, aujourd'hui, principalement, c'est les femmes qui prennent le congé. Il y a de plus en plus d'hommes qui le font. Cependant, les femmes n'ont pas cette discussion avec leur conjoint justement et peut-être c'est pas parce qu'ils ne veulent pas avoir, des fois c'est parce que, c'est un sujet tabou, mais aussi qu'ils sont pas informés qu'il y a des solutions. D'où l'importance d'avoir son planificateur financier pour les guider. Alors tout type de projet dans le changement de vie d'un individu, vaut mieux en parler avec son planificateur pour voir c'est quoi les solutions qui s'offrent à nous. Dernièrement, j'avais une collègue, qui était justement enceinte et quand j'ai ouvert le sujet: «Ah ben, tu prends ton congé, félicitations, premier enfant, oui». Et là, elle me disait: «Ben, c'est sûr que, je vais prendre la plupart parce que le travail de mon mari requiert, plus de temps. Sa carrière est sur une lancée. Moi, je vais prendre plus de temps». Et là, c'est moi qui ai ouvert le sujet: «Étais-tu au courant, tu pouvais faire, elle est pas planificatrice, financière, que tu peux bénéficier de certains, avantages, mais il faut avoir cette discussion avec ton conjoint. Est-ce qu'il peut contribuer à ton REER? Est-ce que tu peux combler l'épargne que tu ne ferais pas, à ton retour? C'est quoi les solutions?» Elle me dit: «Ah, très bonne question, c'est pas même pas un sujet qui m'est effleuré à l'esprit, mais je suis très contente que tu m'en parles. Ça va faire partie de mes prochaines discussions». Alors, il faut juste, sensibiliser les femmes à ça et parce que c'est sûr que l'indépendance financière chez les femmes, a toujours été quelque chose d'important. Ça va favoriser, la santé mentale, c'est sûr, puis le risque, à long terme de se dire: «Ben, je suis entre guillemets «plus pauvre» que mon mari». Puis de ton expérience, est-ce que les gens, ils répartissent
les dépenses en fonction du pourcentage des revenus? Tu sais, par exemple, si l'homme gagne, 30 de plus, est-ce qu'il paye 30 de plus ou comment? Est-ce que c'est beaucoup 50-50 le modèle qu'on a actuellement au Québec ou c'est vraiment en fonction des revenus de chacun? Beaucoup, ils partagent les dépenses 50-50, mais est-ce réaliste? Surtout dans une période où on s'absente du travail. Encore les femmes, pour chaque, les statistiques montrent que pour chaque dollar, les femmes gagnent 89 sous. Alors déjà, il y a un écart entre le sexe, genre et finance au niveau salarial. Puis au Québec, ratio femmes-hommes, c'est 91% à peu près en 2021. Les femmes sont moins à l'emploi, alors typiquement une charge, financière, est différente, hommes-femmes, mais beaucoup distribuent 50-50. Alors d'avoir cette discussion, est-ce que les 50-50 fait du sens? Est-ce que ça devrait être au prorata? Est-ce que, mettre tout conjointement dans le même panier, dépendamment du régime, matrimonial dans lequel on choisit, si on est marié, société étaquée, séparation de biens. Il y a tellement de facteurs à évaluer. C'est sûr que maintenant, en plus, il y a un nouveau régime, parental qui a pris place, en juin 2025 au Québec, le régime d'union parentale. Hem et malheureusement, dans le nouveau régime d'union, oui, il y a un partage obligatoire, même si on n'est pas marié, des résidences, meubles et véhicules en cas de séparation, mais le REER et le fonds de pension est exclu. Alors encore une fois, les femmes sont plus pénalisées si c'est elles qui prennent leur congé de maternité. Alors, d'où l'importance d'avoir des discussions et malheureusement, il n'y a pas une solution miracle, c'est des discussions selon la situation de chacun et s'adapter à la situation de chacun. Tu parles du régime d'union parentale, là, c'est intéressant. J'aimerais qu'on aborde aussi si la femme gagne plus. Donc, c'est quoi les recours qu'elle doit entreprendre? Si, par exemple, c'est une femme qui gagne 2 fois le salaire de son conjoint, ils ont un premier enfant, le régime d'union parentale s'applique. C'est quoi les recours que cette femme-là doit mettre en place ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour protéger un peu son patrimoine? Tout d'abord, l'enfant doit être né d'une union, après, juin 2025. On est automatiquement dans le régime d'union parentale, à moins, de signer, un document légal auprès d'un notaire pour s'abstenir du régime d'union parentale ou de clarifier, s'ils sont pas mariés, quels sont les biens inclus ou non inclus. Alors on peut clarifier le tout, mais ça se doit à un document légal pour protéger la femme justement et l'homme dans la situation. Hem Dépendamment pour s'assurer que le partage fait du sens et vaut mieux le faire quand ça va bien dans le couple et non quand ça va mal. Alors dès le début, toute, bonne communication claire et même écrite et non juste verbale protège tous les parties, dans le couple et amène une certaine tranquillité. Comme ça, tous les points sont sur les i et les ententes entre les 2 sont bien connues, des 2 parties. Il y a pas de surprise. Mais c'est beaucoup de femmes ont cette crainte d'avoir cette discussion. Au contraire, vaut mieux être prévenir que guérir, comme on dit, parce qu'on sait jamais, dans la vie. Au Québec, je pense que c'est encore un gros tabou parler d'argent, puis ce que je me rends compte, c'est même à l'intérieur d'un couple, les discussions peuvent être difficiles à avoir, ça peut créer des tensions, ça peut créer des irritants, mais tu sais, je pense que c'est la base d'un bon fonctionnement dans une famille. Fait que tu sais, ça vaut la peine définitivement d'en parler. On voit aussi le modèle le plus traditionnel qui revient un peu, à la mode, là, donc la maman qui reste, femme à la maison, l'homme pourvoyeur, ces choses-là. Hem, c'est quoi les avantages ou les inconvénients au niveau financier pour la femme d'avoir un modèle comme ça? Est-ce que c'est risqué de ne rien avoir à son nom? Fait que si la maison est au nom du conjoint, si la voiture, tu sais, dans le fond, tous les actifs, s'ils sont au nom de monsieur, quels sont les risques pour la femme? Beh, c'est sûr que c'est un grand risque que la femme prend en faisant ça. Elle s'auto-pénalise, d'où l'importance de oui, s'il y a un arrangement entre mari et femme, hem, pour que madame reste à la maison, mais que monsieur s'enrichisse pendant que madame s'occupe du tout est injuste à la base. Alors, il faut avoir justement ces discussions, puis de compenser cette partie-là. Parce que la femme doit se dire que, il faut
quelle est son indépendance financière, peu importe le choix qu'elle décide. Elle peut moi, je respecte tous les choix de toutes les femmes. Si elle décide de rester à la maison, oui, mais est-ce qu'il contribue à son REER du conjoint? Est-ce que monsieur lui donne l'équivalent? Qui, heu, qui contrôle les dépenses, de la maison? Est-ce que c'est monsieur qui paye la plupart des dépenses, selon ce qui rentre? Aussi, au niveau des femmes, malheureusement, on a des coûts que les hommes n'ont pas. Hem, ne serait-ce il y a une étude sur les produits, menstruels que les femmes ont, les produits de contraception, les vêtements de maternité, les soins pour les enfants, qui sont pas partagés équitablement, que ça a été prouvé et il y en a pour, beaucoup, par année qui ont sont pas pris en compte, dans les calculs. Alors, très important d'avoir cette discussion, de clarifier, comme on disait plus tôt, de manière écrite et non verbale. Et ça va amener une tranquillité d'esprit si la femme décide de prendre, ce recul dans le couple, ben qu'elle soit compensée en conséquence. Je ne dis pas un salaire, mais quelque chose d'équitable pour, se sentir, que si advenant une situation où elle doit, sortir de cette entente familiale, peu importe le régime matrimonial dans lequel elle est, ben qu'elle soit confiante qu'elle a tous les outils pour le faire et faire une décision éclairée. Parce que les enjeux financiers, mettent un stress énorme sur les individus. Alors quand c'est vraiment, clair pour, comment c'est partagé et les impacts et de sensibiliser le couple. Nous, on est dans le mois de la littératie financière et très important de sensibiliser sur toutes les options possibles pour l'épargne, c'est quoi les des différents véhicules qui sont disponibles pour, les hommes et les femmes. Et de sensibiliser les hommes que oui, encore malheureusement, il y a une inéquité salariale, peu importe, le choix qu'on décide de faire et comment ils vont contribuer à réduire cet écart. Moi, je dis qu'on ne pourra jamais réussir si les hommes sont pas ambassadeurs, pardon. Il y a de plus en plus d'ambassadeurs hommes qui veulent l'équité, salariale, qui sont des grands ambassadeurs et il va falloir que nous aussi, on navigue dans le même sens et qu'on en parle. Parce que les femmes préfèrent ne pas en parler et c'est tabou, mais moi, je vous dis le contraire. Important d'avoir cette discussion tôt dans la relation pour éviter, des de mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a une certaine protection qui est fournie par le fait d'être marié? Donc, si mettons, moi, je fais le choix d'être maman à la maison, mon conjoint endosse ce choix-là. Si on est marié, est-ce que ça me protège d'une certaine façon versus si on est conjoint de fait? Et c'est sûr que si on est marié, il y a, si on est marié de manière automatique au Québec, on est sous le régime société d'acquêt où on choisit de faire une séparation de biens. Alors tous les biens, sont séparés, dès le début, de manière claire. Ce qui appartient à madame reste à madame, ce qui appartient à monsieur reste à monsieur. Cependant, on est protégé par ce qu'on appelle, le patrimoine familial. Alors, il y a une séparation qui est quand même juste avec le patrimoine familial, mais c'est jamais suffisant. Alors, le patrimoine familial aide. On a dit que dans l'union parentale, les REER et les fonds de pension ne sont pas inclus. Alors, c'est une nouvelle protection, mais l'union parentale règle certaines choses, mais ne règle pas la totalité. Alors, oui, quand on est marié, le patrimoine familial, est avantageux. Cependant, c'est une protection de base. Moi, ce qui est surtout avec les nouveaux couples, je dirais de clarifier le tout avec une entente claire dès le début pour s'assurer qu'il y a une équité entre les 2 conjoints. Surtout si la femme préfère élever les enfants au lieu de travailler, qu'il y ait une certaine compensation pour ça. Puis si on a une certaine entente qui a été discutée, qui a été écrite avant d'avoir des enfants, puis que finalement, dans le projet de famille, d'enfants, ça change, est-ce que toi, tu recommandes de refaire une nouvelle entente écrite, re-signer des papiers? Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape de vie, est-ce que c'est bien de le refaire tout le temps, cette discussion-là? Ben, de refaire la discussion, oui. Au niveau des papiers, c'est sûr qu'on révise nos testaments et nos mandats en cas d'inaptitude quand il y a un grand changement, à même titre que nos régimes, matrimoniaux, parce qu'il y a quand même 43 des couples au Québec qui sont en union libre sans aucune protection. Alors déjà, il y a du chemin à encadrer ça. Il y a des risques, bien sûr, si les noms, au nom d'un conjoint et un nom de l'autre, mais par prévention, un contrat ou des fois des comptes séparés pour clarifier pour ces couples en union libre, mais
Si on est marié, on a quand même une certaine protection, mais suffisante de réviser s'il y a des grands changements de vie, oui. Un couple sans enfant, après avec enfant, ça change de portrait. Alors, à même titre de révision des autres documents légaux qu'on a, il n'est pas déconseillé. Au contraire, il est conseillé de revoir ces documents de temps en temps pour s'assurer que ça répond encore à la situation actuelle. Puis là, tu parles de compte conjoint, entre autres, là. Est-ce que c'est une bonne pratique de mettre tous ses avoirs de façon conjointe dans un compte ou c'est préférable que chacun ait quand même des comptes indépendants, séparés? La réponse, malheureusement, tu vas pas l'aimer, mais ça dépend. Ça dépend de ce qu'on soit entendu au début. Alors, il y a encore des couples aujourd'hui qui ont des comptes conjoints et peu importe si par exemple le mari a une augmentation salariale ou la femme, ben ils ont cette entente-là que il y a des années que toi tu vas avoir des meilleures années que moi, ben c'est pas grave, on met tout dans le même panier, on a tout bâti ensemble. Il y a d'autres couples, c'est séparé dès le début 50-50, mais son salaire augmente ou l'autre, et il y a pas d'ajustement au prorata. D'où l'importance d'avoir des comptes séparés et peut-être mettre le même montant selon au prorata. Alors, la réponse c'est ça dépend de l'entente et la discussion. Et c'est pas moi ce que je vous conseille, oui, on a une discussion au début du couple, même au préalable avant de mettre, tout ensemble pour que ce soit clair, mais une fois au moins par année d'avoir cette discussion. Est-ce que ça te convient toujours? Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse des ajustements? Comme toute chose toute discussion dans un couple, il faut être ouvert, honnête et oser avoir cette discussion. Au pire, si ça ne convient pas, on va essayer de voir des pistes de solutions. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne communiquent pas. C'est encore tabou, mais ça met une pression énorme de l'intérioriser. Il faut justement avoir cette discussion ouverte avec son conjoint, conjointe respective pour éviter vraiment toute surprise et tout stress, financier. Puis est-ce qu'il y a des personnes qui ne disent pas tout, tu sais? Est-ce que c'est 100% des personnes dans des relations de couple qui vont dire: voici mon état financier, j'ai tant de placements, j'ai tant de REER, nanana». Tu sais, j'ai entendu à un moment donné, justement là, une chronique là-dessus, puis j'étais comme surprise du nombre de personnes qui déclarent pas tout à leur conjoint. Est-ce que c'est vrai ça? Malheureusement, oui, on le voit quand on rencontre des clients, quand on fait le budget. Des fois, les hommes, femmes veulent pas qu'on les rencontre ensemble. Des fois, ils choisissent 2 conseillers différents. On respecte leur choix, mais on leur clarifie que c'est important de savoir cette discussion. Des fois, les cotes de crédit, malheureusement, à cause d'un passé, ne sont pas bonnes. Les hommes ou les femmes se cachent la vérité sur leur historique de crédit, d'où ça devient difficile d'aller chercher, contracter une hypothèque pour l'achat de leur première maison. Mais c'est pas de belles discussions quand on cache quelque chose parce que ça finit toujours par apparaître ou se savoir. Hem, D'où l'importance de la transparence dès le début du couple. Si vous avez des problèmes de bureau de crédit, si vous avez des problèmes de consommation de carte de crédit, ben, la personne qui partage votre vie va vouloir vous aider, idéalement à consolider le tout, à trouver des solutions pour commencer la vie conjointe ensemble de manière, hem, qu'elle soit, sur des bonnes bases. Parce que si on commence une relation sur de mauvaises bases, des points cachés, des surprises qui vont réapparaître, le lien de confiance va être brimé et même, brisé. Alors, très important d'être, transparent avec son conjoint, conjointe respective pour éviter, le tout. Puis justement, en termes de cote de crédit, est-ce que généralement les femmes ont des moins bonnes cotes de crédit? Tu sais, quand on parle de crédit, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les sexes ou entre les genres? Oui, malheureusement, bon, si on regarde, les statistiques en ligne, il y a pas de preuves, systématiques d'écart basées sur le genre, mais les interruptions de carrière puis les absences de compte au nom de madame, par exemple, ils peuvent nuire à la cote. Historiquement, l'utilisation du crédit, des femmes est plus élevée, des cartes de crédit des femmes est plus élevée. Mais les conseils qu'on dit, c'est de quand même avoir, même si la dame la femme ne travaille pas, d'avoir des comptes en son nom, d'éviter des retards, de diversifier le type de crédit pour garder une bonne cote de crédit. Parce que notre historique de crédit, c'est comme notre deuxième identité. Alors, elle est très importante pour contracter
type de crédit dans le futur et accessibilité à l'achat alors très important, d'en avoir, même si on ne travaille pas et quand on a une interruption de carrière, de maintenir les paiements à jour et de garder notre bureau de crédit le plus, propre possible dans le sens qu'il y a pas de retard, il y a pas de paiement non fait, hem et puis, qu'on ait quand même aussi du crédit en non, parce qu'on peut pas avoir un historique de crédit si on n'a pas eu du crédit, à la base. D'où l'importance de, si c'est pas le cas, d'avoir, un accès au crédit, dans son couple. Et juste pour valider si je comprends bien, là, ce qui influence le plus la cote de crédit d'une personne, c'est le fait de ne pas payer, à temps la carte de crédit. Est-ce que c'est ça? Ou il y a d'autres facteurs qui influencent aussi la cote de crédit? Il y a plusieurs facteurs qui influencent, la cote de crédit, dont, premièrement, les retards de paiement, le fait de dépasser sa limite, autorisée. Il y a également d'avoir trop de crédit par rapport à notre revenu. Alors, certaines personnes ont plusieurs cartes de crédit. Et des fois, oui, on paye le minimum, mais le minimum, on paye beaucoup d'intérêts. Alors, pourquoi pas trouver une autre solution, telle qu'une marge de crédit ou un prêt personnel pour consolider ses dettes à 19, 20, 21%, même des fois 23% d'intérêt et de les consolider sur d'autres formes plus, qui vont être plus, entre guillemets, «rentables», pour la personne qui a contracté le crédit et s'assurer de temps en temps maintenant avec, tout ce qu'on entend, les cyberattaques, de s'assurer d'avoir un œil sur son historique de crédit. On a Equifax et TransUnion au Québec. De nos jours, moi, je conseille, tous les jeunes qui ont du Spotify ou des comptes, Netflix, d'avoir, un compte pour, regarder, son historique de crédit, s'assurer qu'elle n'est pas impactée, qu'il n'y a pas eu de, hem vol d'identité ou quoi que ce soit parce que c'est de plus en plus facile, puis d'avoir des protections en ligne nécessaires, alors de mettre des limites sur leur plafond de crédit disponible pour s'assurer qu'ils sont bien protégés et de pas avoir de surprise qui va affecter leur crédit hors leur propre utilisation. Alors, c'est très sain de valider, son historique de crédit aussi. Merci des précisions, c'est très intéressant. On a parlé plusieurs fois déjà là, de l'indépendance financière des femmes. C'est important d'avoir une certaine indépendance. Est-ce qu'on a des statistiques, là? Y a-t-il un pourcentage de femmes qu'on considère au Québec qui sont indépendantes financières? Donc, si demain matin, ils veulent quitter leur relation de couple, s'ils sont célibataires, tu sais, quel pourcentage de femmes est capable de subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants sans avoir un conjoint ou une conjointe? Hormis l'écart, salarial, de plus en plus de femmes, gagnent plus qu'un homme, mais c'est une minorité. Il y a quand même, 30 des Québécoises disent, statistiquement, ne pas avoir suffisamment de revenus pour épargner en vue de leur retraite, par rapport à juste 20 des hommes qui disent. Puis dans 43 à 44 selon la Chambre de la sécurité financière des couples, les revenus sont pas mis en commun et ça accentue, l'épargne entre les conjoints. Alors, c'est sûr que le patrimoine net des hommes dépasse à peu près au Québec 30 celui des femmes. Cependant, les femmes de plus en plus, gagnent confiance en elles, rentrent dans le domaine entrepreneurial et ça affecte leur indépendance financière. Alors, il y a une amélioration, il y a encore beaucoup d'étapes à faire, mais ça vient à, être confiante, d'oser sortir de sa zone de confort, de se dire qu'on est capable et surprenamment, beaucoup d'études, prouvent que quand une femme est indépendante financière, elle réussit encore mieux, en termes de placement. Parce elle décide d'enlever un peu les émotions par rapport à ses propres décisions de placement. Elle prend des risques. Alors, les femmes, plus autonomes ont beaucoup plus de confiance en elles et réussissent mieux à long terme pour atteindre cette indépendance financière. Au Québec, il reste encore beaucoup de chemin, mais nous sommes sur la bonne voie et il faut qu'on s'entraide entre femmes et de se donner des moyens puis se donner des bons conseils pour réussir. Est-ce qu'il y a justement des organismes ou, tu sais, si on sort des grandes institutions
institutions financières? Est-ce qu'il y a certains organismes plus communautaires qui accompagnent les femmes au niveau des finances? C'est sûr, il y a des organismes qui sensibilisent les femmes à l'importance de faire un budget, l'importance de se prendre en main. Beaucoup d'organismes veulent aider, autres que les grandes organisations qui ont un devoir de sensibilisation. Nous aussi, à l'Institut des planificateurs financiers, on sensibilise les femmes, on pousse les femmes à rentrer dans le domaine de la planification financière parce qu'on sait qu'elles peuvent réussir puis à aider d'autres femmes dans le domaine. Il y a l'Association des femmes en finance du Québec aussi, qui reconnaît la valeur des femmes et ce qu'elles peuvent apporter à la société québécoise et comment mettre en œuvre et s'entraider. Alors, de plus en plus, non seulement il y a de la sensibilité, il y a des outils et des organismes qui aident les femmes à s'épanouir dans ce domaine-là et de prendre de se sentir à l'aise de prendre les reins de leur propre situation financière qui leur amène à une indépendance financière. Alors, malgré les écarts, on s'en va dans la bonne direction. Il faut juste ne pas lâcher et de lieu de s'apitoyer sur son sort, de se dire on est capable, on va travailler en équipe, on va s'entourer des bonnes personnes pour, euh, pour atteindre nos objectifs et être indépendante financièrement à 100%. Puis selon toi, c'est quoi les principaux obstacles encore qui sont, présents là, tu sais, qui sont des barrières à l'indépendance financière des femmes au Québec? Comme on avait mentionné plus tôt, le fait d'avoir encore des iniquités, des postes qui sont pas accessibles, les femmes qui sont même encore moins rémunérées pour certains postes équivalents à des hommes, ça affecte l'indépendance financière. Oui, les employeurs ont un rôle de continuer à faire une vigie, de s'assurer de plus en plus que l'écart est diminué, mais j'ai hâte d'atteindre à une certaine parité. Et cette parité va aider toutes les femmes justement à gravir les échelons et enlever ces obstacles. En termes d'éducation, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une évolution qui se fait? Parce que, tu sais, moi, je suis née à la fin des années 80, tu sais, dans le parcours scolaire, j'étais avant la réforme du système d'éducation. On avait un petit cours d'économie, mais c'est pas ça qui m'a appris comment bâtir mon patrimoine et investir. Est-ce que tu as l'impression que là, il y a des programmes d'éducation qui soutiennent plus l'indépendance financière des femmes? C'est sûr que sur les bancs d'école, il faut qu'on retourne à la base et l'importance de faire un budget. De plus en plus, on en parle au Québec. Il y a eu une vague où on n'en parlait pas du tout. De plus en plus, on sensibilise les jeunes à l'importance. Plus spécifiquement, les jeunes que ce soit un homme ou une femme. Pour les femmes, on voit plus de femmes sur les bancs d'école dans les universités aller chercher une éducation. Cependant, les femmes connaissent de plus en plus les options qui s'offrent à elles, mais il faut qu'ils soient bien entourés. Encore une fois, oui, plus de femmes sur les bancs d'université présentes à aller chercher une éducation, mais encore, elles sont moins confiantes que les hommes, par exemple, à négocier un salaire. Hum, 32 des femmes disent qu'elles sont moins confiantes par rapport à 53 des hommes. Moi, je le vois dans les hommes et les femmes qui appliquent à des postes différents. Mais la femme, avant d'appliquer à un poste, elle veut s'assurer de cocher à plus de 200 toutes les compétences recherchées. Tandis qu'un homme, il se dit, oh, j'ai 5 sur 10, bon, je vais m'essayer. Alors, les femmes doivent oser de travailler leur confiance en elles-mêmes, d'oser avoir des discussions difficiles, que ce soit avec leur conjoint, que ce soit avec leur employeur, que ce soit appliqué à un nouveau poste et d'augmenter ses connaissances de tous les outils d'investissement et de planification qui s'offrent à elles, justement pour les accompagner. Alors, oui, le rôle de la société de les sensibiliser, mais à elles de prendre les devants et de se renseigner et de s'entourer pour augmenter son éducation financière. Mais c'est Alors, aussi de déconstruire des biais aussi culturels, des biais de société, comme de quoi que justement les femmes, on n'a pas les capacités, on n'a pas ce qu'il faut pour accéder à des postes de plus haute importance, si on veut. Tu sais, quand on intériorise nous-mêmes on n'a pas 10 sur 10 sur tous les critères, comme tu dis, c'est certain que ça part un peu de la société aussi qui projette cette image-là. Fait que je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut déconstruire, entre femmes, puis c'est pour ça que c'est important de s'entraider aussi.
En termes d'investissement, là, tu sais, moi, récemment, j'ai lu le livre, là, Elle investit. J'ai trouvé ça très bien parce que c'était bien vulgarisé, c'est très accessible, je pense. Est-ce que, hem, les femmes investissent aussi jeunes que les hommes? Tu sais, donc mettons à la bourse, plus dans les FNB, ces choses-là. Est-ce que tu as l'impression qu'on a un retard ou un écart entre les femmes et les hommes pour l'investissement? Malheureusement, on a encore un écart, pas juste un écart, un intérêt. Déjà que les femmes gagnent au Québec moins que les hommes. Déjà, à la base, elles se disent: «Est-ce que j'utilise cet argent pour, placer, pour dépenser, pour investir?» D'où l'importance de faire un budget, puis de compter l'épargne comme un une dépense. Moi, dans un budget, moi, je fais une épargne systématique pour, les jeunes, femmes, une épargne systématique tôt, et c'est vu comme une habitude d'épargne importante. Alors, très important de commencer tôt, de le mettre dans son budget comme si c'était une dépense parce que c'est le fait, d'être, constant dans notre épargne et de commencer tôt qu'on va se bâtir un certain patrimoine. Alors déjà qu'on est moins payé que les hommes, de continuer de commencer tôt va beaucoup nous aider. Hem Au Québec aussi, on a juste 10% des femmes qui sont des PDG. Alors, d'oser avoir, comme on disait plus tôt, ces discussions, puis dire, hem, d'oser aller demander des promotions dans des secteurs à forte rémunération qui sont disponibles et qu'on n'ose pas faire. Alors, moi, ce que je dis souvent à des femmes, ben, l'investissement, si vous êtes capable de prendre la charge mentale de la maison et des responsabilités familiales, on est capable de tout faire. C'est juste de se consacrer du temps à faire du travail, qui est aussi parce que, bon, les femmes consacrent plus d'heures de travail non rémunérées comme les, soins aux enfants, les tâches domestiques, mais comment on peut, partager ces tâches, puis aller chercher des tâches, qui sont plus rémunérées ou de répondre. Alors, très important, oui, les femmes dans l'investissement, de commencer tôt, de commencer jeune, puis d'oser prendre du risque, parce que les femmes sont plus conservatrices, mais quand elles sont bien outillées, elles vont prendre plus de risques et ont souvent plus de succès quand elles le font. Alors, très important de s'impliquer, dans leurs investissements, mais c'est notre relation avec le risque aussi qui est à travailler et à évaluer aussi. Puis est-ce qu'un des obstacles, ça peut être que les femmes, on a plus de dépenses un peu superflues, là, donc, tu sais, mettons les vêtements, les cafés, les produits cosmétiques. Tantôt, tu parlais les produits d'hygiène menstruelle. Ça, c'est pas superflu, mais c'est nécessaire. Malheureusement, il y a une charge financière qui vient avec ça. Tout ce qui est les vêtements pour les enfants, les produits pour les enfants aussi. Est-ce qu'il y a une grosse partie de l'investissement potentiel qu'on pourrait faire qui part dans ces dépenses-là, qui ont l'air des dépenses du quotidien, mais qu'au final, si c'était bien budgété, on serait capable de faire un investissement qui est plus systématique? Ben, c'est sûr que si on est dans un couple, traditionnel, comme on disait, homme-femme et puis si on met papier noir sur blanc, toutes ces dépenses-là, puis qu'elles sont divisées 50-50, on a plus de dépenses que les hommes. Mais ça fait partie, des dépenses et de les mettre dans les dépenses conjointes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent mal justement, ben ça m'appartient, c'est plus moi ou non, ça fait partie alors, de les mettre papier, crayon, noir sur blanc, de partager équitablement. Alors, c'est important et de trouver cet équilibre, là-dedans. Parce que c'est sûr qu'on peut trouver plusieurs obstacles, qui, augmentent la vulnérabilité économique de la femme, mais il faut, il faut trouver des solutions à ces obstacles-là et pour pas limiter justement leur autonomie financière et qu'elles savent que ça existe, mais qu'elles aient cette discussion claire pour passer à travers. La réponse des conjoints en général, est-ce qu'elle est favorable? Est-ce qu'ils sont conscients de cet écart-là? Ou parce que tu me dis, il y a des enjeux d'éducation aussi au niveau des hommes, là. Je pense pas que les conjoints volontairement veulent appauvrir leurs femmes.
Mais est-ce que, tu sais, ils sont conscients? Puis quand les discussions sont amenées sur la table, est-ce que la réponse, elle est favorable? Puis est-ce que oui, ils acceptent de répartir de façon plus équitable les revenus? Ça dépend aussi des valeurs à la base du couple et les valeurs de l'homme et les valeurs. C'est sûr, de nos jours, les hommes sont plus en plus sensibilisés à ça autour d'eux, que ce soit par les nouvelles, leur employeur, ils travaillent avec des femmes. Beaucoup d'hommes, ce qui me donne confiance dans tout ça et qu'on va continuer à passer à travers, c'est que beaucoup d'hommes sont sensibilisés à ça et veulent être ambassadeurs pour trouver cet équilibre. Ils sont conscients. Et moi, j'ai beaucoup de conseillers maintenant qui, auparavant, avaient des relations juste avec l'homme du couple pour les finances, mais maintenant, ils incluent madame dans les rencontres clients parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et les femmes ont besoin d'être accompagnées et ont besoin d'être à l'affût de l'information. J'ai beaucoup de femmes qui se disent: «Ah, ben, c'est mon mari qui s'occupe des finances». Non, mais intéressez-vous à vos finances parce qu'après, si monsieur disparaît, vous êtes responsable. Vous allez avoir ce fardeau financier. Vous allez devoir régler la succession. Alors, intéressez-vous tôt. Ne pas dépendre et dire que c'est juste: «Ah, c'est mon mari qui s'en occupe». Non, faites-le ensemble. La curiosité financière est importante. J'ai déjà eu des femmes rentrer dans mon bureau, dans mon passé, me dire: «Ah, j'ai aucune idée, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a des investissements? Monsieur s'occupe de tout». Mais toutes ces années-là, posez des questions, intéressez-vous parce que ça vous touche et beaucoup de disputes, malheureusement, c'est quand le monsieur cachait des factures, des dépenses parce qu'il voulait pas mettre un stress financier à son épouse. Mais de nos jours, les deux doivent s'intéresser, les femmes doivent s'impliquer. Et c'est dire que l'union fait la force, d'avoir ces discussions ensemble, d'être présents ensemble et nous aussi, en tant que professionnels, on change notre langage, on s'assure de toucher, vraiment, de s'assurer de faire comprendre à monsieur et madame l'importance de s'impliquer, de les sensibiliser et quelles sont les décisions financières conjointes qu'ils doivent prendre ensemble. Parce que c'est de grandes décisions, et ne serait-ce des protections d'assurance, protection du patrimoine, à l'optimisation fiscale, tous les aspects de la planification financière. On a besoin du couple pour que ça réussisse et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et la même page. Puis est-ce que justement les personnes un petit peu plus âgées, tu sais, qui avaient des modèles plus traditionnels, dont souvent c'était l'homme là, qui gérait les finances, comme tu dis, est-ce qu'il y en a là, de plus en plus de femmes, tu sais, d'un certain âge, là, fait que 70, 80, qui viennent vous consulter pour avoir des conseils pour comprendre justement, soit que le conjoint est décédé ou que là, ça commence à, tu sais, il y a la maladie qui arrive. Est-ce que il y a un intérêt des femmes plus âgées à s'informer davantage ou c'est encore très méconnu? Ben, tout d'abord, elles regrettent de ne pas s'avoir impliquées depuis longtemps et elles disent que oui, elles ont malheureusement été dépendantes toutes ces années-là. On voit les divorces gris très difficiles, des femmes qui divorcent, tard, mais qui sont dépourvues financièrement parce qu'ils se sont jamais impliqués, et parce qu'ils ont laissé monsieur prendre les devants. Heu, alors beaucoup ont de regrets et moi, ce que mon appel à la nouvelle génération et aux jeunes femmes, qui nous écoutent, c'est impliquez-vous très tôt et ne pas dépendre et d'être curieuse. Oui, c'est correct si on veut que ce soit monsieur qui gère les finances. Renseignez-vous, impliquez-vous, connaître dans quoi on est investi, pourquoi on a fait ces choix-là. Est-ce que, monsieur compense si je décide de rester à la maison? Alors, communiquez, impliquez-vous, vous sensibilisez et entourez-vous de professionnels qui peuvent vous accompagner. Puis justement, on veut avoir de l'accompagnement. Selon toi, c'est quoi les meilleures places? Tu sais, dans toutes les institutions financières, je pense qu'ils offrent là, des services conseils. Comment ça fonctionne? Fait que quelqu'un qui est jamais allé voir un conseiller financier, qu'est-ce qu'on fait? Où on commence? Déjà, si on n'a pas de compte bancaire ou de carte de crédit, on commence par ça. Alors, d'aller voir dans une institution financière ou même il y a des solutions en ligne, d'aller rencontrer un professionnel pour voir toutes les options qui s'offrent à nous, dépendamment de notre situation financière actuelle. Premièrement, il n'est jamais trop tard pour débuter. Première étape, c'est se faire un budget. Voici mes dépenses, voici mon revenu. Si j'ai pas de revenu,
Comment je fais pour mes dépenses? Est-ce que c'est monsieur qui paye les dépenses? OK, ben moi, j'ai quand même besoin de me protéger advenant que monsieur n'est plus là. C'est quoi les options et les outils qui s'offrent à moi? Il y a des solutions en ligne, il y a des professionnels dans les institutions financières, il y a l'Autorité des marchés financiers qui offre en ligne plusieurs ressources, il y a l'Institut des planificateurs financiers aussi. Alors, il y a beaucoup d'outils disponibles. De nos jours, avec la technologie, on a accès à l'information plus rapidement, plus facilement. Un outil est un outil. Il faut qu'il y ait un être humain derrière qui vous explique le tout et vous donner les bémols. Alors moi, si on n'a jamais commencé, c'est de s'entourer d'un professionnel qui va nous aider. Alors que ce soit votre banque, que ce soit quelqu'un de confiance dans votre entourage qui est dans le domaine, ou trouver une référence parmi quelqu'un qui est autour de vous. Et de se faire une liste, parce que c'est le plus beau cadeau à vous-même. Comme on le disait, santé financière, santé physique, santé mentale. Et ça, c'est un des 3 pour trouver l'équilibre, c'est de s'investir dans sa santé financière en étant, au courant, averti, sensibilisé. Puis de faire attention, parce que, tu sais, l'offre, elle est tellement diversifiée, puis il y a tellement des choses accessibles facilement, entre autres en ligne. Faire attention aux promesses miracles aussi, hein. Quand c'est trop beau, puis qu'on nous promet des rendements trop élevés, faut que ça allume une cloche aussi, puis qu'on se dise que ça vaut la peine de peut-être contrevalider, puis de comparer avec d'autres institutions ou d'autres professionnels qui peuvent, clarifier un peu la solution. En conclusion, là, je pense que les points clés, tu les as bien nommés, le fait de commencer tôt, de poser des questions, d'avoir des discussions rapidement, là, dans une relation de couple. Est-ce qu'il y a d'autres messages clés que tu aimerais transmettre aux femmes, là, pour que leurs finances et leur santé globale se portent bien au Québec? Définitivement, d'oser aussi en entreprise, d'appliquer à des postes, comme on l'a mentionné, qu'on pense qu'on n'a pas toutes les compétences. Sinon, de se renseigner qu'est-ce qui nous manque pour les atteindre et de se faire un plan de match concret. Que ce soit au niveau de nos finances personnelles, de se renseigner, d'être à l'affût de l'information, comme tu as mentionné, de se fier sur n'importe quelle source d'information, de s'assurer que c'est des sources fiables, accepté par l'Autorité des marchés, par, les planificateurs financiers, d'oser et de s'entraider entre femmes et d'avoir les mêmes valeurs que son conjoint en termes d'habitudes financières, et d'être à la même longueur d'onde que Tu as parlé de quelques ressources. Est-ce qu'il y a d'autres, plateformes en ligne qu'on peut aller consulter si on veut commencer à faire un budget ou s'informer, sur les bases? Est-ce que l'Autorité des marchés financiers, par exemple, ont des outils en ligne qui peuvent nous permettre de comprendre la base des finances au féminin? L'éduc épargne aussi est une excellente source, pour aider à planifier, le site de l'Institut des planificateurs financiers, l'Autorité des marchés financiers, les ressources gouvernementales qu'on a aussi ont des bonnes, calculettes pour nous aider à faire des budgets, mais assurez-vous que la source est fiable, une source reconnue et dans le doute, allez, consulter, votre institution financière qui peut vous aiguiller dans vos recherches et quels outils, sont disponibles à vous. Entourez-vous de femmes qui, croient en vous aussi, qui vont vous aider, à grandir. L'Association des femmes, en finance du Québec aussi ont beaucoup de femmes qui donnent de leur temps de manière bénévole pour, aider les femmes à grandir, pour aller chercher cette, autonomie financière-là. Il y a des professionnels qui font aussi, beaucoup de mentorat. L'EFEA a pour ambition, beaucoup de ressources au Québec. Faites une recherche et n'hésitez pas à taper sur les portes de ces grandes femmes-là qui sont disponibles pour aider. Alors, elles sont passées, par le même chemin peut-être que vous, ont eu des obstacles similaires à vous ou des obstacles différentes, mais comment elles ont pu réussir et grandir et sortir de tout cela financièrement indépendantes et c'est ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup, Léa, de ton temps. C'était fort pertinent. Puis, ben, j'encourage vraiment les femmes à suivre tes conseils parce que c'est ça, la finance, ça fait partie de la santé globale. Puis, c'est un pilier pour avoir une meilleure santé mentale, santé physique, comme tu l'as si bien dit. Donc, merci infiniment de ta participation, puis d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi, Isabelle, pour l'invitation. Ce que tu fais pour les femmes, c'est quelque chose de quand même de remarquable et je te félicite pour ton initiative et ne lâche pas et continue.